Lorsqu'on évoque Vlad III de Valachie, surnommé l'Empaleur, les images qui nous viennent sont celles d'un monstre assoiffé de sang, d'un tyran sadique dont la cruauté n'avait d'égal que son imagination débordante en matière de supplice. Pourtant, l'homme qui allait devenir l'incarnation même de la terreur médiévale était au départ un prince cultivé, fin stratège et fervent défenseur de la chrétienté face à l'expansion ottomane. Son histoire commence dans les flammes et le sang d'une guerre qui déchirait l'Europe orientale au XVe siècle et se terminera dans une légende si noire qu'elle inspirera, des siècles plus tard, le mythe du vampire le plus célèbre de la littérature mondiale. Né en 1431 à Sighișoara, en Transylvanie, Vlad Draculaea, littéralement « fils du dragon », grandit dans un monde où la brutalité était monnaie courante. Son père, Vlad le deuxième Dracule, était prince de Valachie et membre de l'Ordre du Dragon, une organisation chevaleresque créée pour défendre la chrétienté contre les Turcs ottomans. Dès son plus jeune âge, le jeune Vlad apprend que dans cette région coincée entre les empires ottomans et hongrois, la survie exige non seulement de la force, mais aussi une capacité à inspirer une terreur absolue chez ses ennemis. L'enfance de Vlad bascule lorsque son père, cherchant à naviguer entre les puissances rivales, accepte un pacte avec le sultan Mourad II. En 1442, Vlad et son frère cadet Radu sont envoyés comme otages à la cour ottomane. Cette captivité, qui durera 6 années, forge le caractère du futur prince. Tandis que Radu s'adapte et même s'épanouit dans la culture ottomane, devenant un favori du sultan, Vlad développe une haine viscérale pour ses geôliers. Les humiliations quotidiennes, les tortures psychologiques et la conscience de n'être qu'un pion dans un jeu politique brutal transforment progressivement le jeune prince en un homme déterminé à ne plus jamais connaître l'impuissance. En 1447, l'univers de Vlad s'effondre complètement. Son père et son frère aîné Mircea sont assassinés sur ordre du régent hongrois János Hunyadi, allié aux boyards valaques, ces nobles locaux qui manipulaient le trône pour leurs propres intérêts. Mircea subit un sort particulièrement atroce, enterré vivant après avoir été aveuglé. Ces morts violentes gravent dans l'esprit de Vlad une leçon définitive. Dans ce monde, seule la cruauté absolue garantit le respect et la survie. Libéré en 1448, Vlad entame une quête impitoyable pour reconquérir le trône de Valachie. Sa première tentative est brève, seulement 2 mois de règne avant d'être renversé. Mais cette défaite ne fait qu'aiguiser sa détermination. Pendant les années suivantes, Vlad perfectionne ses compétences militaires et diplomatiques, observant froidement les faiblesses de ses ennemis et attendant le moment propice pour frapper. En 1456, il réussit enfin à s'emparer définitivement du trône. Ce qui distingue immédiatement son règne, ce n'est pas simplement sa brutalité. La brutalité était commune à cette époque, mais la méthodologie calculée avec laquelle il l'applique. Vlad comprend que pour maintenir son pouvoir dans une région aussi instable, il doit détruire toute opposition potentielle avec une telle férocité que personne n'osera plus jamais le défier. Les boyards, ces nobles qui avaient orchestré le meurtre de son père et de son frère, deviennent naturellement ses premières cibles. Mais Vlad ne se contente pas d'exécutions sommaires. Il veut briser leur pouvoir symboliquement et matériellement. En 1459, lors d'un dimanche de Pâques qui restera gravé dans les mémoires, Vlad invite tous les boyards de Valachie et leurs familles à un grand festin dans sa forteresse de Targovište. L'atmosphère est festive, le vin coule à flots, la noblesse se réjouit de cette marque apparente de réconciliation. Puis, au milieu du repas, les portes se ferment brutalement. Les gardes de Vlad encerclent les convives. Le prince se lève alors et, d'une voix glaciale, rappelle à chacun les crimes commis contre sa famille. Les plus vieux boyards, ceux qui avaient directement participé au meurtre de son père, sont empalés immédiatement devant leurs familles horrifiées. Mais pour les autres, Vlad réserve un châtiment différent. Hommes, femmes, enfants, tous sont forcés de marcher pendant des kilomètres jusqu'aux ruines du château de Poenari, perchés sur les hauteurs des montagnes. Là, ils sont contraints de reconstruire la forteresse pierre par pierre, travaillant jusqu'à ce que leurs vêtements tombent en lambeaux et que leurs mains saignent.
Beaucoup meurent d'épuisement, leur corps étant simplement jeté dans les précipices environnants. Cette purge sanglante des boyards n'est que le début. Vlad comprend que pour régner efficacement, il doit également établir un ordre strict dans tout son royaume. Il décide de s'attaquer à la criminalité avec une brutalité systématique. Les voleurs, les menteurs, les adultères, tous subissent des châtiments publics d'une cruauté extrême. Un mendiant se plaint de la pauvreté? Vlad le fait empaler, argumentant qu'il l'a ainsi libéré de ses souffrances terrestres. Une femme est accusée d'adultère? Elle est éventrée vivante devant la population rassemblée. Mais c'est l'empalage qui devient la signature macabre de Vlad. Cette méthode d'exécution, qu'il perfectionne et systématise, n'est pas choisie au hasard. L'empalage est la mort la plus lente et la plus agonisante que l'imagination humaine puisse concevoir. La victime est attachée et un pieu arrondi et huilé est inséré par l'anus ou le vagin, puis lentement enfoncé à travers le corps sur plusieurs centimètres par jour, évitant soigneusement les organes vitaux pour prolonger l'agonie. Les victimes peuvent survivre ainsi pendant plusieurs jours, voire une semaine entière, hurlant leur souffrance sous le soleil brûlant ou la pluie glaciale, servant d'avertissement vivant à quiconque oserait défier le prince. Ce qui rend Vlad véritablement terrifiant, ce n'est pas simplement qu'il ordonne ces exécutions, mais qu'il prend un plaisir manifeste à les observer. Les chroniques de l'époque racontent qu'il fait souvent dresser sa table au milieu de ces forêts d'empalés, dînant tranquillement pendant que les agonisants gémissent autour de lui. Un jour, un ambassadeur étranger, incommodé par l'odeur pestilentielle des cadavres, se couvre le nez. Vlad, offensé par ce signe de faiblesse, fait immédiatement empaler l'homme sur un pieu plus haut que les autres, expliquant qu'ainsi il sera au-dessus des mauvaises odeurs. La réputation de cruauté de Vlad atteint rapidement Constantinople. Le sultan Mehmed II, celui-là même qui avait conquis la capitale byzantine en 1453, observe avec un mélange de fascination et d'irritation ce prince valaque qui refuse de payer le tribut traditionnel à l'Empire ottoman. Pire encore, Vlad multiplie les provocations, lançant des raids audacieux au sud du Danube, dans les territoires ottomans, massacrant systématiquement les garnisons turques qu'il rencontre. En 1461, Mehmed envoie 2 émissaires à la cour de Vlad avec un ultimatum. Le prince doit se présenter personnellement à Constantinople pour rendre hommage au sultan ou faire face aux conséquences. Lorsque les émissaires se présentent devant Vlad et refusent, selon la coutume ottomane, de retirer leur turban en présence du prince, celui-ci interprète ce geste comme une insulte suprême. Sans hésitation, il ordonne à ses gardes de clouer les turbans directement sur les crânes des ambassadeurs avec de longs clous, déclarant qu'il veut renforcer leur foi. Les 2 hommes sont ensuite renvoyés à Constantinople dans cet état, un message clair et sanglant de défi au sultan. Cette provocation ne peut rester sans réponse. Mehmed II, furieux, commence à rassembler une armée massive pour écraser définitivement ce prince insolent. Mais Vlad ne l'attend pas passivement. Il sait que militairement, la Valachie ne peut espérer vaincre l'immense armée ottomane en bataille rangée. Sa seule chance réside dans une stratégie de terreur psychologique si extrême qu'elle brisera le moral des envahisseurs avant même qu'ils n'atteignent Targoviste. En février 1462, Vlad lance une opération qui restera dans l'histoire comme l'un des raids les plus audacieux du Moyen Âge. Il traverse le Danube gelé avec une armée de quelques 7000 hommes et pénètre profondément en territoire ottoman. Ce qui suit est un massacre systématique d'une brutalité inouïe. Pendant des semaines, les forces de Vlad ravagent la région, brûlant villages et forteresses, massacrant hommes, femmes et enfants sans distinction. Mais Vlad ne tue pas simplement pour tuer. Chaque massacre est mis en scène pour maximiser l'impact psychologique. Des villages entiers sont empalés et laissés sur place comme avertissement, des prisonniers sont écorchés vifs et leur peau exposée, des enfants sont démembrés devant leurs parents avant que ceux-ci ne soient à leur tour exécutés de manière atroce. Dans une lettre triomphante adressée au roi de Hongrie Matthias Corvin, Vlad se vante d'avoir tué plus de 23 000 personnes lors de cette campagne, sans compter ceux qui ont brûlé vifs dans leurs maisons. Il décrit méthodiquement ses exploits sanglants avec une fierté évidente, listant les différentes méthodes d'exécution employées.
Cette lettre qui nous est parvenue révèle un homme totalement dénué d'empathie, considérant le massacre de masse comme une réalisation stratégique digne d'éloge. Mehmed II, recevant les rapports de ces atrocités, décide de réagir avec toute la force de son empire. En juin 1462, il conduit personnellement une armée gigantesque de près de 90 000 hommes vers la Valachie, déterminé à capturer Vlad vivant pour lui faire subir les pires supplices imaginables. Mais Vlad, sachant qu'il ne peut affronter cette marée humaine directement, applique une stratégie de terre brûlée. Il évacue toutes les populations des régions que l'armée ottomane devra traverser, empoisonne les puits, brûle les récoltes et les villages, transformant le territoire en un désert hostile où l'armée ottomane ne trouvera ni nourriture, ni eau, ni repos. La nuit, les forces de Vlad lancent des raids éclairs contre les campements turcs. Ces attaques nocturnes, menées par de petits groupes de soldats connaissant parfaitement le terrain, sèment la confusion et la terreur parmi les Ottomans. Personne ne peut dormir tranquille, sachant que des assassins peuvent surgir à tout moment de l'obscurité. Vlad lui-même participe à ces raids, s'habillant parfois en soldat turc pour infiltrer les lignes ennemies et semer le chaos. Le coup le plus audacieux survient dans la nuit du 16 au 17 juin 1462. Vlad, avec un détachement d'élite, tente un raid directement sur le campement personnel du sultan. L'objectif est d'assassiner Mehmed II lui-même dans sa tente. Le raid échoue de peu. Le sultan, par chance, avait changé de tente cette nuit-là, mais le massacre qui s'ensuit dans le camp ottoman est considérable. Des milliers de soldats sont tués dans leur sommeil, et la confusion est telle que les Turcs commencent à s'entretuer dans l'obscurité, incapables de distinguer amis et ennemis. Malgré ses succès tactiques, la stratégie de Vlad ne peut indéfiniment repousser l'armée ottomane. Mehmed II, bien que secoué par les raids nocturnes et les pertes importantes, continue inexorablement sa marche vers Targovishte. Vlad, comprenant que l'affrontement final approche, prépare un spectacle destiné à briser psychologiquement l'ennemi avant même que les premières flèches ne soient tirées. Lorsque l'avant-garde ottomane aperçoit enfin la capitale valaque au loin, un spectacle d'horreur sans précédent s'offre à leurs yeux. Sur une étendue de près de 3 kilomètres, dans la plaine menant à Targovishte, se dresse ce que les chroniqueurs turcs nommeront la forêt des empalés. Plus de 20 000 pieux sont plantés là, et sur chacun agonise ou pourrit le cadavre d'un prisonnier ottoman. Les plus hauts pieux, ceux placés au centre de cette macabre exposition, portent les corps des commandants turcs capturés lors des raids précédents, leurs uniformes d'apparat encore reconnaissables malgré les jours d'agonie sous le soleil. La puanteur est insoutenable. Des nuées de mouches et de corbeaux tourbillonnent au-dessus de ce charnier vivant. Certains empalés sont morts depuis des jours, leur corps gonflé et noirci. D'autres vivent encore, gémissant faiblement, leur voix brisée suppliant une mort qui refuse de venir. Les soldats ottomans les plus expérimentés, ces vétérans qui ont participé à la conquête de Constantinople et vu d'innombrables batailles, s'arrêtent net devant ce spectacle. Certains vomissent, d'autres se détournent, incapables de soutenir la vue de leurs camarades torturés de cette manière. Mais c'est le sultan lui-même qui subit le choc le plus grand. Mehmed II, homme cultivé et raffiné malgré sa réputation de conquérant impitoyable, contemple cette forêt de la mort avec une stupéfaction mêlée d'horreur. Les chroniqueurs ottomans présents ce jour-là rapportent qu'il devient livide et prononce ces mots restés célèbres. « Je ne peux conquérir un homme qui transforme la mort elle-même en arme de guerre. Comment puis-je vaincre quelqu'un qui démontre un tel mépris pour la vie humaine, y compris la sienne propre ?» Cette réaction du sultan n'est pas simplement le dégoût d'un homme civilisé face à la barbarie. C'est la reconnaissance tactique qu'un adversaire capable d'une telle cruauté systématique ne se rendra jamais, ne négociera jamais et combattra jusqu'à la dernière extrémité. Mehmed II comprend que conquérir la Valachie exigerait d'exterminer chaque homme, femme et enfant du pays, une entreprise qui coûterait des dizaines de milliers de vies supplémentaires à son armée déjà épuisée par les privations et les raids nocturnes. C'est dans ce contexte psychologiquement tendu que se situe l'événement le plus notoire du règne de Vlad le III, celui qui donne son titre à notre récit, le festin cannibale qu'il organisa pour ses prisonniers de guerre ottomans.
Les détails précis de cet événement nous sont parvenus par plusieurs sources, notamment les chroniques allemandes contemporaines et les témoignages de marchands saxons présents à la cour de Vlad. Parmi les prisonniers ottomans capturés lors des différents raids se trouvait un commandant de haut rang nommé Hamza Pacha, un homme particulièrement respecté dans l'armée turque pour son courage et ses compétences militaires. Contrairement aux autres prisonniers qui avaient été immédiatement empalés, Vlad avait gardé Hamza en captivité pendant plusieurs semaines, le faisant torturer quotidiennement, mais veillant à ce qu'il survive. Le prince Valak avait un plan précis pour cet homme. Un soir, alors que l'armée ottomane campait toujours dans la plaine, horrifiée par la forêt des empalés, Vlad ordonne qu'un grand festin soit préparé. Tous les prisonniers ottomans encore vivants, environ 200 hommes, sont rassemblés dans la grande salle du palais de Targovishte. Des tables sont dressées, chargées de pain, de légumes et de viande rôtie. Les prisonniers, affamés après des semaines de captivité, ne peuvent détacher leur regard de cette nourriture. Vlad entre alors dans la salle, accompagné de ses gardes qui traînent le corps mutilé, mais encore vivant, de Hamza Pacha. Le commandant turc a été systématiquement dépecé, des morceaux de chair ayant été prélevés sur ses bras, ses jambes et son torse, mais toujours de manière à éviter une mort rapide. Il est conscient, ses yeux vitreux témoignant d'une souffrance au-delà des mots. Le prince Valak s'adresse alors aux prisonniers dans un discours froid et calculé. Il explique que Hamza était un guerrier valeureux, digne de respect malgré son appartenance à l'armée ennemie. Pour cette raison, déclare Vlad avec une logique tordue qui révèle sa profonde démence, ces hommes doivent avoir l'honneur de s'unir avec leur commandeur une dernière fois, de faire en sorte que sa force et son courage vivent à travers eux. Les gardes de Vlad dévoilent alors la véritable nature de la viande servie sur les tables. Les morceaux rôtis, assaisonnés et préparés avec soin proviennent du corps de Hamza Pacha. Le commandant turc, toujours vivant, est forcé d'observer pendant que ses propres soldats sont contraints de manger sa chair sous peine d'être immédiatement empalés. Ce qui suit est une scène d'horreur absolue. Certains prisonniers, paralysés par le choc et le dégoût, refusent et sont traînés dehors pour être empalés devant les autres. Leurs hurlements servent d'encouragement macabre aux prisonniers restants. D'autres, brisés psychologiquement, se forcent à manger, vomissant entre chaque bouchée, leur visage ruisselant de larmes. Vlad observe la scène avec une satisfaction évidente, commentant ironiquement sur l'appétit de ses invités. Hamza Pacha, témoin conscient de cette abomination, supplie qu'on le tue, mais Vlad refuse, expliquant que le commandant doit compléter son voyage. Ce n'est qu'après que les prisonniers ont été forcés de consommer toute la chair prélevée sur son corps que Vlad ordonne finalement qu'on achève Hamza, non par miséricorde, mais simplement parce que le spectacle est terminé. Les prisonniers survivants de ce festin infernal ne sont pas libérés pour autant. Vlad les fait tous empaler le lendemain, mais pas avant d'avoir envoyé un messager au camp ottoman décrivant en détail ce qui s'est passé. Ce message, calculé pour maximiser l'impact psychologique, précise que les prisonniers ont pleuré non de douleur, mais de honte d'avoir mangé leur propre commandant, et que leurs dernières paroles étaient des malédictions contre le sultan qui les avait envoyés combattre un tel démon. Le récit de ce festin cannibale se répand comme une traînée de poudre dans l'armée ottomane. Les soldats, déjà épuisés et terrorisés par les semaines de raids nocturnes et le spectacle de la forêt des empalés, commencent à murmurer ouvertement que Vlad n'est pas un simple homme, mais un démon incarné, une créature sortie des enfers que même le sultan ne peut vaincre. La désertion, rarissime dans l'armée ottomane pourtant réputée pour sa discipline, commence à se produire. Mehmed II se trouve face à un dilemme stratégique sans précédent. Il possède une armée numériquement supérieure et infiniment mieux équipée que celle de Vlad. Mais cette supériorité militaire est neutralisée par un facteur que le sultan n'avait pas anticipé: la destruction totale du moral de ses troupes. Comment ordonner à des soldats de conquérir un territoire défendu par un homme qui ne respecte aucune règle de la guerre, aucune norme de l'humanité, et qui transforme chaque victoire tactique turque en désastre psychologique? Le sultan prend alors une décision qui surprend ses généraux. Au lieu de poursuivre l'offensive contre Vlad, il décide de placer sur le trône de Valachi Radu le Beau, le frère cadet de Vlad, qui avait passé sa jeunesse à Constantinople et était resté fidèle aux Ottomans.
Cette stratégie transforme le conflit d'une guerre d'invasion en une guerre civile valaque, permettant à Mehmed de retirer la majorité de ses troupes épuisées tout en maintenant une présence militaire suffisante pour soutenir Radu. Cette décision révèle la véritable victoire stratégique de Vlad. Malgré son infériorité numérique écrasante, malgré les ressources limitées de son petit pays, il a réussi à repousser le conquérant de Constantinople lui-même. Mais cette victoire a un prix terrible. La Valachie est dévastée, sa population décimée, et Vlad lui-même est désormais isolé. Beaucoup de boyards survivants, horrifiés par la brutalité de leur prince et craignant pour leur propre vie, commencent secrètement à soutenir Radu. Les tentatives de Vlad pour obtenir l'aide du roi de Hongrie, Matyas Korvin, se heurtent à une trahison inattendue. Matyas, qui avait reçu de l'argent et des troupes du pape pour soutenir la croisade contre les Turcs, préfère détourner ses ressources pour ses propres projets en Bohême. Pour justifier ce détournement, il lui faut discréditer Vlad. Des lettres forgées sont produites, prétendument écrites par Vlad au sultan, dans lesquelles le prince valaque proposerait de s'allier aux Ottomans contre les Hongrois. Ces fausses lettres, bien que grossièrement fabriquées, fournissent à Matyas le prétexte dont il a besoin. En décembre 1462, lorsque Vlad se rend en Hongrie pour demander de l'aide contre Radu et les Ottomans, il est immédiatement arrêté et emprisonné. Il passera les 12 années suivantes dans une cellule hongroise, assistant impuissant pendant que son frère Radu règne sur la Valachie avec le soutien ottoman. Cette longue captivité n'adoucit en rien le caractère de Vlad. Les chroniques hongroises de l'époque rapportent des anecdotes troublantes sur son comportement en prison. On raconte qu'il capture des rats et des oiseaux dans sa cellule et les empale sur de minuscules pieux qu'il fabrique avec des brindilles, reproduisant compulsivement à petite échelle les supplices qui ont fait sa réputation. Ces récits, bien que peut-être exagérés, suggèrent un homme psychologiquement marqué par ses propres actes, incapable de fonctionner sans exercer une forme de cruauté. En 1476, la situation géopolitique change radicalement. Radu le Beau meurt et la Valachie sombre dans le chaos, différentes factions se disputant le trône. Les Ottomans, occupés ailleurs, ne peuvent maintenir un contrôle ferme sur la région. Matyas Korvin, calculant que Vlad pourrait servir de rempart utile contre les Turcs, décide de le libérer et de l'aider à reconquérir son trône. Vlad, maintenant âgé de 45 ans, revient en Valachie avec une petite armée et reprend le pouvoir en novembre 1476. Mais ce troisième règne sera de courte durée. L'homme qui avait terrorisé un empire entier découvre que la terreur seule ne suffit pas à maintenir le pouvoir quand on n'a plus les ressources militaires pour l'imposer. Les boyards, traumatisés par son premier règne, conspirent immédiatement contre lui. La population, lasse de décennies de guerre et de violence, ne le soutient pas avec l'enthousiasme nécessaire. En décembre 1476, moins de 2 mois après son retour, Vlad est tué lors d'une embuscade près de Bucarest. Les circonstances exactes de sa mort restent mystérieuses. Certaines sources suggèrent qu'il a été assassiné par ses propres boyards, d'autres qu'il est tombé dans une embuscade ottomane. Une version particulièrement ironique raconte qu'il aurait été tué par erreur par ses propres soldats lors d'une bataille confuse, car il portait un déguisement turc pour infiltrer les lignes ennemies, la même tactique qui lui avait si bien réussi 14 ans plus tôt. Sa tête est tranchée et envoyée en trophée à Constantinople, où elle est exposée sur une pique pour prouver que le terrible Vlad l'Empaleur est enfin mort. Le sultan Mehmed II, apprenant la nouvelle, aurait simplement commenté « Même dans la mort, il continue à être empalé ». Son corps, selon la tradition, est enterré dans le monastère de Snagov, sur une petite île au milieu d'un lac, bien que les fouilles archéologiques du XXe siècle n'aient jamais définitivement confirmé cette sépulture. L'histoire de Vlad III l'Empaleur soulève des questions troublantes sur la nature du pouvoir, de la cruauté et de la mémoire historique. Dans sa propre époque, il était simultanément considéré comme un héros par certains et comme un monstre par d'autres, et cette dualité persiste encore aujourd'hui. En Roumanie, Vlad occupe une place complexe dans l'imaginaire national. D'un côté, il est célébré comme un défenseur de la chrétienté et de l'indépendance valaque face à l'expansion ottomane. Les récits populaires le présentent comme un dirigeant strict mais juste,
dont la cruauté était nécessaire pour établir l'ordre dans un pays corrompu et menacé de toutes parts. Des statues à son effigie ornent plusieurs villes roumaines, et il est enseigné dans les écoles comme un personnage historique important, bien que controversé. Cette réhabilitation partielle repose sur une réalité historique indéniable. Vlad a effectivement réussi, pendant un temps, à établir un ordre rigoureux en Valachie et à repousser une invasion ottomane qui semblait irrésistible. Les anecdotes sur sa lutte contre la corruption, comme cette fameuse coupe en or qu'il aurait laissée près d'une fontaine publique et que personne n'osait voler par peur de l'empalage, témoignent d'une certaine efficacité de ses méthodes, aussi brutales fussent-elles. Mais cette perspective héroïque ne peut masquer la réalité de ses actes. Les chiffres avancés dans les chroniques, plus de 100 000 personnes tuées pendant son règne, sont probablement exagérés. Mais même en les divisant par 10, nous parlons d'un massacre à une échelle stupéfiante pour l'époque. Le festin cannibale, la forêt des empalés, les tortures systématiques ne peuvent être justifiées par aucune nécessité stratégique. Ce sont les actions d'un homme profondément perturbé, dont le traumatisme d'enfance et les années de captivité ont tordu l'esprit au point de faire de la cruauté non pas un moyen, mais une fin en soi. Le lien entre Vlad III et le mythe du vampire Dracula, créé par Bram Stoker en 1897, n'est pas accidentel. Stoker, cherchant un nom évocateur pour son conte immortel assoiffé de sang, est tombé sur des récits sur Vlad Dracula et a été immédiatement séduit par la résonance sinistre de ce nom et de cette histoire. Bien que le Dracula de Stoker soit une création largement fictionnelle, incorporant des éléments de folklore vampire d'Europe de l'Est bien éloignés de la réalité historique de Vlad, l'association entre les deux est devenue indélébile dans la culture populaire. Cette transformation d'un tyran médiéval en archétype vampirique soulève une question fascinante. Pourquoi l'humanité est-elle obsédée par les figures de la cruauté extrême? Vlad l'Empaleur, comme d'autres dirigeants sanguinaires de l'histoire, continue de captiver notre imagination des siècles après sa mort. Peut-être parce que ces figures nous forcent à confronter une vérité inconfortable sur la nature humaine. La capacité à la cruauté absolue n'est pas l'apanage de monstres mythologiques, mais réside potentiellement en chacun de nous, attendant simplement les circonstances appropriées pour se manifester. L'enfant otage à Constantinople, humilié et torturé, regardant son monde s'effondrer autour de lui, n'était pas né monstre. Il est devenu ce qu'il était à travers une série de traumatismes et de choix qui ont progressivement érodé son humanité. Chaque nouvel acte de cruauté devenait plus facile que le précédent, jusqu'à ce que la frontière entre la nécessité stratégique et le sadisme pur disparaisse complètement. Le festin cannibale qu'il organisa n'avait aucune valeur militaire réelle. L'armée ottomane était déjà moralement brisée par la forêt des empalés. C'était l'acte d'un homme pour qui la cruauté était devenue une addiction, une drogue dont il avait constamment besoin de doses plus fortes pour ressentir la même sensation de pouvoir et de contrôle. Les chroniqueurs contemporains, aussi horrifiés qu'ils aient été par Vlad, reconnaissaient qu'il possédait une intelligence tactique remarquable et un courage personnel indéniable. Il n'était pas un lâche se cachant derrière ses bourreaux, mais un guerrier qui menait personnellement les raids les plus dangereux. Cette combinaison de bravoure militaire et de cruauté sans limite le rendait d'autant plus terrifiant. Si Vlad avait été simplement un tyran paranoïaque, il aurait été renversé rapidement. Mais il était un tyran brillant, capable de planifier des campagnes militaires complexes et de manipuler les dynamiques géopolitiques entre trois grandes puissances, l'Empire ottoman, le Royaume de Hongrie et les principautés valaques rivales. Son échec final ne vient pas d'un manque de compétences militaires ou politiques, mais d'une incompréhension fondamentale de la nature humaine. Vlad croyait que la terreur absolue garantissait l'obéissance absolue, que si ses sujets le craignaient suffisamment, il ne se révolterait jamais. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que la peur poussée à son paroxysme ne crée pas la loyauté mais le désespoir, et le désespoir rend les hommes capables de n'importe quoi. Les boyards qui conspirèrent contre lui lors de son troisième règne n'étaient pas motivés par l'ambition ou la cupidité, mais par la simple conviction qu'ils allaient de toute façon mourir horriblement sous Vlad, et qu'ils n'avaient donc plus rien à perdre en tentant de le renverser. Le contexte historique ne peut non plus être ignoré.
Le XVe siècle en Europe de l'Est était une période d'une violence extraordinaire. La chute de Constantinople en 1453 avait envoyé des ondes de choc à travers la chrétienté, et la frontière entre l'Europe chrétienne et l'Empire ottoman était un champ de bataille permanent où les atrocités étaient commises des deux côtés. Les Ottomans pratiquaient le devshirm, enlevant des enfants chrétiens pour les convertir et en faire des janissaires. Les croisés chrétiens massacraient systématiquement les populations musulmanes des villes qu'ils capturaient. Dans ce contexte, la cruauté de Vlad, bien qu'extrême, n'était pas totalement aberrante. Certains historiens ont même argumenté que la réputation de Vlad a été exagérée par ses ennemis politiques, notamment les marchands saxons de Transylvanie, avec qui il était en conflit commercial constant et qui ont produit les pamphlets les plus horribles sur ses actions. Ces textes, largement diffusés grâce à l'invention récente de l'imprimerie, ont créé une légende noire autour de Vlad, qui a peut-être amplifié la réalité de ses crimes. Cependant, même en tenant compte de ces exagérations potentielles, le volume et la cohérence des témoignages à travers différentes sources, saxonnes, hongroises, ottomanes et roumaines, ne laissent aucun doute sur la nature fondamentalement cruelle de son règne. Le festin cannibale, en particulier, est mentionné dans plusieurs chroniques indépendantes, avec suffisamment de détails concordants pour qu'on puisse raisonnablement conclure qu'une version de cet événement s'est réellement produite. Ce qui rend cet acte particulièrement révélateur, c'est sa nature ritualisée et théâtrale. Vlad ne cherchait pas simplement à tuer ses ennemis, mais à créer un spectacle de dégradation et d'horreur qui transcendait la simple exécution. En forçant les soldats ottomans à manger leur propre commandant, il ne se contentait pas de les tuer physiquement, il les détruisait spirituellement et psychologiquement, transformant des guerriers en cannibales involontaires, portant à jamais le fardeau de cet acte abominable. Cette dimension psychologique de la torture était ce qui distinguait Vlad de nombreux autres tyrans de son époque. Il comprenait intuitivement que la douleur physique, aussi intense soit-elle, finit toujours par cesser, soit par la mort, soit par l'accoutumance du corps. Mais la douleur psychologique, le trauma d'avoir été forcé de commettre un acte qui viole toutes les normes de l'humanité, persiste indéfiniment. Les prisonniers qui ont survécu à ce festin pour être empalés le lendemain sont morts non seulement dans l'agonie physique, mais dans un enfer mental où le souvenir de ce qu'ils avaient été contraints de faire les torturait aussi sûrement que le pieu dans leur corps. Que pouvons-nous tirer de l'histoire de Vlad III l'Empaleur 6 siècles après sa mort? Certainement pas que la cruauté est justifiable dans certaines circonstances, ou que la fin justifie les moyens. Si quelque chose, l'histoire de Vlad démontre exactement le contraire. Malgré tous ses crimes, malgré les dizaines de milliers de morts qu'il a causés, Vlad n'a finalement rien accompli de durable. La Valachie n'est pas devenue une grande puissance grâce à lui. Elle est restée un petit État tampon coincé entre des empires rivaux, changeant constamment d'allégeance selon les vents politiques. L'ordre rigoureux qu'il avait imposé par la terreur s'est effondré immédiatement après sa mort, car il n'avait jamais été basé sur un consensus social ou des institutions solides, mais uniquement sur la peur d'un seul homme. Les Ottomans, que Vlad avait combattus avec tant de férocité, ont continué leur expansion en Europe pendant encore 2 siècles après sa mort. Sa résistance héroïque ou monstrueuse, selon la perspective, n'a été qu'un obstacle temporaire sur leur chemin. Même la mémoire de ses victoires militaires a été éclipsée par la mémoire de sa cruauté gratuite. Ce que Vlad a vraiment accompli, c'est de transformer son nom en synonyme d'horreur, de créer une légende si sombre qu'elle continue de hanter l'imaginaire collectif des siècles plus tard. Mais ce n'est guère un accomplissement dont on pourrait être fier. Il est devenu un avertissement, un exemple de ce qui se passe quand un individu traumatisé et doté d'un pouvoir absolu laisse ses démons intérieurs diriger ses actions. Le festin cannibale qu'il a orchestré reste dans notre mémoire collective, non pas comme une prouesse stratégique, mais comme une illustration de jusqu'où peut descendre l'humanité quand la cruauté devient sa propre justification. C'est un rappel que le véritable courage n'est pas de terroriser les sans défense, mais de résister à la tentation d'user de violence gratuite même quand on en a le pouvoir. L'histoire de Vlad nous confronte également à nos propres contradictions. Nous sommes horrifiés par ses actes, et pourtant nous continuons d'être fascinés par son histoire. Des millions de touristes visitent chaque année les sites associés à sa vie en Roumanie.
Le château de Bran, faussement associé à Dracula, est l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Europe de l'Est. Nous condamnons sa cruauté tout en consommant avidement les récits de celle-ci. Cette fascination révèle quelque chose sur nous-mêmes. Peut-être que dans nos vies ordonnées et civilisées, nous cherchons un frisson dans la contemplation de la transgression ultime. Peut-être que Vlad l'Empaleur nous permet d'explorer vicarieusement nos propres capacités latentes à la cruauté, en toute sécurité depuis notre position confortable de spectateurs historiques. Ou peut-être, plus simplement, que les histoires de monstres, qu'ils soient réels ou imaginaires, nous rassurent en nous permettant de tracer une ligne claire entre eux et nous convainquant que nous ne pourrions jamais devenir ce qu'ils sont devenus. Mais l'histoire de Vlad suggère le contraire. Il n'était pas né monstre. Il est devenu ce qu'il était à travers une série de circonstances et de choix qui auraient pu transformer n'importe qui. La leçon n'est pas que certaines personnes sont des monstres naturels, mais que n'importe qui peut le devenir si les circonstances sont réunies et si les choix appropriés, ou plutôt inappropriés, sont faits. Le vrai Vlad l'Empaleur, dépouillé des embellissements romantiques du mythe de Dracula, nous offre un miroir beaucoup plus dérangeant que n'importe quel vampire de fiction. Il nous montre un homme réel, qui a existé, qui a respiré le même air que nous, et qui a commis des actes d'une cruauté si extrême qu'il défait notre compréhension morale. Et il nous force à poser la question la plus inconfortable de toutes, dans des circonstances similaires, qu'aurions-nous fait différemment? Cette question reste sans réponse, et c'est probablement mieux ainsi. Car dans notre incapacité à répondre avec certitude réside peut-être notre seule protection contre le fait de suivre le même chemin sanglant. Le doute moral, l'incertitude éthique, la capacité à être horrifié par nos propres potentialités, ce sont ces qualités qui nous séparent de Vlad III, qui quelque part au cours de sa vie a perdu cette capacité à douter, à s'horrifier, à ressentir de l'empathie pour la souffrance qu'il infligeait. Vlad l'Empaleur reste donc une figure unique dans l'histoire, ni totalement héros, ni totalement monstre, mais quelque chose de bien plus troublant, un être humain qui a poussé les possibilités de la cruauté humaine jusqu'à leurs limites les plus extrêmes, nous laissant un héritage non pas de grandeur, mais d'avertissement. Son règne de terreur, culminant dans ce festin cannibale abominable qui donna à manger un commandant à ses propres soldats, demeure l'une des pages les plus sombres de l'histoire humaine, un rappel éternel de ce que nous sommes capables de devenir quand nous laissons notre humanité se dissoudre dans la soif de pouvoir et de vengeance.